vos fêtes de Noël en suivant la météo sur France 3 avec les magasins Vima. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Au sommaire du Journal des Alpes, ce soir, un référendum lancé par l'Automobile Club dauphinois qui souhaite recueillir l'avis des automobilistes de l'agglomération grenobloise. Il concerne la limitation de la vitesse à 30 km/h qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain dans une quarantaine de communes. Champs-Rousse fait le point pour la période de Noël. Le manque de neige est palpable et les réservations stagnent pour la première semaine de vacances. Par ailleurs, nous recevrons Claude Gardet, président de Play Alpes Isère. Il nous présentera un nouveau type de forfait pour consommer le ski autrement. Nous ouvrirons enfin le deuxième volet de notre série En attendant Noël. Vous découvrirez un spectacle féerique qui se joue tous les ans à Évian, en Haute-Savoie. C'est le retour des flottins parmi les humains. À 19h30, Carole Gessler pour l'édition nationale. Elle reviendra sur l'état d'alerte maximale à Los Angeles. 2 semaines après la fusillade en Californie, toutes les écoles sont fermées suite à des menaces terroristes jugées crédibles par les autorités. Chaque établissement scolaire est inspecté. Les enfants ont été renvoyés chez eux. Dans les Alpes, 13 communes de l'agglomération de Grenoble limiteront la circulation en ville à 30 km/h dès le 1er janvier. Elles seront plus d'une quarantaine à terme. Objectif, limiter la pollution et protéger les piétons. À ce propos, l'Automobile Club dauphinois a lancé un référendum pour recueillir l'avis des conducteurs qui n'ont pas encore été consultés. Jean-Christophe Pain, Maxime Kemener. À partir du 1er janvier, dans la plupart des rues de Grenoble, sauf les grands axes, la circulation sera donc limitée à 30 km/h. Je ne suis pas un esprit négatif, d'accord? Ça me dérangerait, mais pourquoi pas? Ça serait contraignant pour moi et du coup ça m'obligerait à réfléchir à comment prendre mon vélo, quoi. On ne peut pas rouler à 30, vous vous rendez compte la consommation de gasoil, la pollution et tout ce qui s'ensuit? Ça va diminuer. On va rouler en deuxième, première, deuxième, tout le long, vous vous rendez compte? Vous êtes mécanicien? Hein? Vous êtes mécanicien? Non, je suis plombier. Je pense que c'est très bien, parce que j'ai 4 enfants et je pense que c'est une bonne sécurité pour eux. Moi je préfère rouler à 50 qu'à 30. Bon, parce que s'il faut tout le temps rouler à 30, même le soir où il n'y a personne quand je rentre tard... Il faut que ça gêne personne et que tout le monde s'y retrouve. Pourquoi pas uniquement en centre-ville. Mélan, Mont-Saint-Martin, Notre-Dame-de-Mézage, Quai en Chartreuse, Saint-Paul-de-Vars et Sarcenat refusent cette limitation. Au total, 43 communes sur les 49 de l'agglo grenobloise appliqueront le 30 km/h. Et ce qu'on se rend compte quand on discute avec les gens, c'est qu'ils n'ont pas conscience que c'est dans l'ensemble des communes, que c'est 24 heures sur 24 et que c'est 7 jours sur 7. C'est voilà, 30 km/h, effectivement, quand on nous dit on roule déjà à 17 km/h, mais on roule à 17 km/h en moyenne, mais pendant les 2 heures d'embouteillage le matin et les 2 heures d'embouteillage le soir, ça fait 4 heures par jour. L'Automobile Club a donc lancé un référendum sur le sujet, 5000 réponses depuis jeudi sur le site de 40 millions d'automobilistes. De son côté, la métro dévoilera sa signalisation lundi prochain. 13 communes appliqueront le 30 km/h dès le 1er janvier. Triste anniversaire, il y a 20 ans, 16 membres de la secte du Temple solaire étaient retrouvés morts, calcinés dans une forêt de Saint-Pierre-de-Chérennes dans le Vercors. Suicide collectif ou assassinat commandité, l'enquête n'a jamais pu dévoiler la vérité sur cette affaire qui avait profondément ému la région. Aurélie Massé. Tout démarre le 15 décembre 1995 par le signalement de la disparition de plusieurs membres de la secte du Temple solaire. Une semaine plus tard, dans le Vercors, près de Saint-Pierre-de-Chérennes, la gendarmerie découvre au milieu d'une clairière 16 corps carbonisés, dont 3 enfants, des Suisses et des Français. Tout laisse penser à un rituel mystique. Les cadavres sont disposés en étoiles. Les corps, en tout cas, sont dans une position qui donne à penser qu'ils ont été aspergés de liquide inflammable, alors qu'ils se trouvaient en cercle, assis, puisque le centre du cercle n'est pas trop enflammé. Et à la périphérie, la trace de combustion est nette. Et les corps se sont affaissés en arrière, où ils étaient déjà dans cette position. Un scénario identique à celui relevé un an plus tôt au Québec et en Suisse. 53 adeptes de la même organisation, dont les gourous Jody Mambro et Luc Jouret, avaient été tués par balle avant d'être brûlés. L'enquête va durer 5 ans, 40 tonnes de dossiers pour un procès qui s'ouvre en avril 2001 à Grenoble.
Le seul prévenu sera Michel Tabachnik, le célèbre chef d'orchestre franco-suisse. S'il est avéré qu'il avait des liens de sympathie avec Jody Mambro et Luc Jouret, l'homme a toujours nié son implication dans l'ordre du Temple solaire. Il sera relaxé en première instance, jugement confirmé par la Cour d'appel en 2006. 50 personnes ont dû être évacuées d'urgence au centre de Bourgoin-Jallieu ce matin. Un engin a heurté une conduite de gaz, provoquant une fuite. L'incident a été maîtrisé et les magasins ont pu rouvrir vers 11h45. Image Benoît Levaillant. Les postiers d'Albertville devant la justice. Après le malaise dramatique d'une de leurs collègues, les représentants du personnel ont demandé une expertise indépendante sur leurs conditions de travail, mais leur direction a décidé de contester cette mesure. L'affaire était examinée aujourd'hui au tribunal de grande instance d'Albertville. Cédric Picot, Frédéric Pasquette. Pour la direction, travailler à la poste du secteur d'Albertville ne génère pas de risque grave. Il faut donc annuler l'expertise commandée par le comité d'hygiène et de sécurité. A l'inverse, les représentants du personnel demandent en urgence un regard extérieur sur leurs conditions de travail. L'expert est technique et indépendant. Il est agréé par les services du ministère du Travail, donc les résultats attendus de cette expertise ne pourront pas être contestés par la Poste. La demande d'expertise fait suite au grave accident vasculaire cérébral qui avait frappé une salariée sur son lieu de travail cet été, quelques jours après la réorganisation des tournées sur son secteur. La direction accuse les syndicalistes d'utiliser ce drame pour bloquer les réformes en cours. Elle nie tout lien de cause à effet. Certains salariés pensent le contraire. Pour moi, oui, c'est vraiment lié à ça. Même si à l'audience, l'avocat de la Poste a dit qu'elle avait eu un AVC il y a 11 ans. Je suis d'accord avec eux, mais elle a été suivie au mois de mai par son médecin pour voir comment elle allait et tout allait bien. Il lui fallait surtout pas de stress et de contrariété. Et voilà le résultat d'aujourd'hui. La plateforme de distribution de courrier d'Albertville, c'est 8 implantations en pleine réorganisation. Une restructuration synonyme de pression et de surcharge pour ses salariés. Le malaise avait été pointé il y a déjà 1 an dans un rapport médical interne. Les syndicalistes ont l'impression de ne pas être entendus par leur direction. La chose la plus choquante, c'est que non seulement elle n'a rien à faire, non seulement elle continue ses réorganisations, mais quand le comité d'hygiène et de sécurité essaye de faire passer une expertise qui fait suite à quand même un AVC pour justement pouvoir aider l'employeur à prendre des bonnes mesures de prévention, on se retrouve devant le tribunal. C'est dégueulasse. La justice dira le 5 janvier si elle annule ou non l'expertise commandée par le CHSCT. Pour l'instant, la direction de la Poste ne fait aucun commentaire sur cette affaire. Environ 200 personnes ont manifesté au centre-ville de Grenoble en fin d'après-midi. Un rassemblement contre l'état d'urgence. Un rassemblement à l'initiative de syndicats ou d'associations, comme par exemple la Ligue des droits de l'homme. Et alors que Noël approche à grands pas, les commerçants grenoblois voient arriver les clients au compte-gouttes. Le chiffre d'affaires accuse une baisse de 20% depuis le mois de novembre. L'ambiance festive a du mal à s'installer, comme si le moral des consommateurs était touché. Jean-Christophe Solari, Jean-Pierre Rivet. À 10 jours de Noël, c'est à peine si dans les rues de Grenoble on remarque quelques sapins décorés, quelques vitrines aux couleurs de fête. Comme si le cœur n'y était pas vraiment, encore affecté par les attentats de Paris et la crainte qu'ils ont fait naître. On n'est pas encore guéri. Voilà, on n'est pas encore guéri. Voilà. Faut attendre le premier verre de champagne peut-être. Voilà, on va dire ça. Même deux. Alors doucement, depuis samedi, les Grenoblois retrouvent le chemin des magasins, avec peut-être plus que les années précédentes, l'envie de se parer de couleurs pour les fêtes. Le rouge, elle est super aussi. Ah, c'est pas mal. Ça changerait un peu de... Ah ouais. Les gens ont besoin de se faire plaisir, tout simplement, et de faire plaisir. Donc voilà, pas forcément la couleur, mais voilà, les gens ont envie de faire leur cadeau de Noël. Et du côté des commerces de bouche, les carnets de commandes se remplissent. Pas question de faire un menu au rabais, ce qui ne ferait que prolonger le climat de dépression. Au contraire, rien que des bonnes choses. Des langoustes, des plats cuisinés, des escargots, du foie gras, du saumon fumé. Tout pour faire la fête. Et célébrer le plaisir d'être ensemble avec ceux qui comptent. Pas de froufrou, en simplicité, mais en famille. Je pense que Noël, c'est ça, c'est une fête de partage, donc faire plaisir aux autres avant tout.
Reste à trouver le cadeau qui convient à chacun, avec cette petite peur de décevoir. Mais si la légèreté et l'innocence de l'enfance sont au rendez-vous, il y aura certainement des sourires au soir du réveillon. Hier déjà, nous évoquions les réservations en baisse pour les vacances de Noël dans la station du Grand Bornand en Haute-Savoie. Une tendance qui se confirme un peu partout dans les Alpes. En Isère, à Champs-Rousse, le taux est de 50% seulement pour la semaine de Noël. En revanche, le Nouvel An s'annonce plutôt bien. Nathalie Rapuc, Dominique Semet. À 1700 mètres d'altitude, les skieurs sont bien là, et la neige aussi, sur la douzaine de pistes ouvertes sur le domaine de Champs-Rousse. Champs-Rousse Réservation, bonjour. À la centrale d'appel, suite aux attentats du 13 novembre, le téléphone ne sonnait plus. Les réservations se sont faites plus tard que les autres années. On a eu beaucoup d'appels après le week-end. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé. Les gens sont en train de préparer leurs vacances, donc les arrivées sont samedi. Avec le manque de neige de l'an passé à la même époque, les réservations ne dépassent pas les 50% pour la semaine de Noël. Pourtant, l'enneigement est meilleur cette année. On a eu une chute de neige il y a 2 semaines qui a permis d'enneiger très bien le domaine. On a refait de la neige de culture aussi depuis. Ça fait qu'on a de bonnes conditions de neige actuellement, sur à peu près 35% du domaine ouvert, avec un retour ski au pied assuré en station. Dans cette agence de location d'appartements, la tendance est égale aux autres années avec presque la totalité de remplissage. Un phénomène à contre-courant qui s'explique par le type de clientèle qui ne vient pas seulement pour le ski. On a beaucoup de clients habitués qui reviennent déjà chaque année. On a des clients qui apprécient le site qui est en pleine nature, qui permet vraiment à une clientèle familiale de profiter de plein d'activités. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment axé sur cette clientèle famille sur cette période-là, en tout cas. Comme pour d'autres stations du département, Champs-Rousse n'est pas inquiète pour la saison. Les réservations pour le Nouvel An sont estimées à près de 95%. Invité du Journal des Alpes, Monsieur Claude Gardet, président de Pléalpes Isère. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes venu avec une drôle de petite carte qui pourrait révolutionner notre consommation du ski. Ça s'appelle un Pléalpes, justement. C'est la carte Pléalpes Isère. Et ça remplace un forfait. Expliquez-nous comment ça marche. C'est exactement la même technologie qu'un forfait type main libre, etc., qui passe aujourd'hui dans les stations. Son originalité, c'est que ce forfait est capable de passer dans tous les domaines skiables qui sont adhérents de Pléalpes. En l'occurrence, il y a 15 domaines skiables qui ont adhéré à cette association dès la première année. Et ça fonctionne un petit peu comme les abonnements autoroute, les cartes d'autoroute. C'est ça, on peut transposer la technologie. Voilà, vous avez aimé l'autoroute et le badge, c'est très pratique. Vous allez adorer Pléalpes. Alors pour le client, comment ça se passe? Il achète d'abord cette carte? Alors c'est un abonnement qui vaut 5 €. En fait, c'est le prix de la carte. Et on se déclare, on va valider sa carte sur Internet en début de saison. Et ensuite, on a un accès automatique, soit sur les bornes main libre, soit sur un distributeur qui sera à l'entrée de la station. Et c'est valable aujourd'hui dans une quinzaine, je dirais, de stations de ski, ça, de l'Isère pour l'instant. Soit la quasi-totalité des stations de l'Isère, donc autour de Grenoble. Et cette carte s'adresse particulièrement aux skieurs de la région qui vont pouvoir, avec un seul forfait, accéder à ces différents domaines skiables. Alors la totalité, il manque quand même les Deux Alpes, qui est quand même une référence dans le ski, qui n'est pas encore dans vos petits papiers. Pas encore, comme vous le dites. Comment C'est-à-dire qu'on est en contact parce que voilà, ils avaient le timing était très serré. On s'est décidé assez tard. C'était en octobre quand on a décidé, et le timing était un peu serré. Et voilà, les Deux Alpes y réfléchissent et probablement. Vous n'êtes pas inquiet. L'ensemble des stations de l'Isère vont abonner. Pourquoi? Parce que ça avantage le client, le consommateur. Comment? Qu'est-ce qu'il y trouve comme avantage? Eh bien déjà le gain de temps, la praticité pour accéder aux stations. On ne fait plus la queue aux caisses. En fait, on se déclare, on a tout préparé, on connaît les tarifs parce que tout est sur le site internet et ensuite on peut aller skier en famille puisqu'on peut avoir pour un même compte plusieurs cartes. Et vous consommez le ski que vous pratiquez, pas plus. Si je skie 3 heures, on ne me comptera que 3 heures de ski. Voilà, c'est là que le système est très fort, c'est-à-dire qu'on sait par que le temps que vous passez sur le domaine skiable et à ce moment-là, la facturation est adaptée à la demi-journée ou à la journée. Et si je skie le matin à Champs-Rousse, l'après-midi à Méaudre? Oui, alors c'est tout à fait possible, des stations qui seraient très proches, mais la configuration des lieux fait que si vous choisissez un site, vous allez skier dans ce site-là. Mais on pourrait imaginer, oui, effectivement, changer de site en cours de journée. Mais c'est l'avenir? C'est un forfait d'avenir, puisqu'en fait, on a marié le sport, la montagne, mais la technologie,
Et sur Grenoble, voilà, on se devait d'être performant. Et merci à vous, Claude Gardet, d'être venu nous expliquer la naissance de cette rendez-vous nouvelle carte. Rendez-vous sur les pistes avec Claire. Rendez-vous sur les pistes. Merci à vous. Et même si l'hiver n'est pas tout à fait au rendez-vous, lui, le tunnel des Montées qui relie Chamonix à la Suisse est prêt à affronter les intempéries. Sa plateforme est enfin achevée. Elle sera inaugurée demain. C'était la dernière partie ou la dernière étape de cet ouvrage souterrain très particulier. Ingrid Pernet-Duparc, Serge Vorette. Ce tunnel n'existe pas, tout au moins pas sur les cartes routières, car il est avant tout ferroviaire. Et accessoirement, si le col, juste au-dessus, est fermé, il peut en toute sécurité accueillir le trafic routier. Un aménagement hybride qui date des années 80, mais qui, depuis sa rénovation l'année dernière, évite à ceux qui habitent juste derrière et bien plus loin de longues, très longues attentes. Les gens qui descendent de l'Est, souvent passent par la Suisse pour rejoindre Chamonix ou Courchevel. Donc il y a énormément de personnes sur Valorcine, il y a énormément de personnes de ce côté en attente. J'ai connu des personnes qui avaient mis plus de temps pour aller de ce côté-ci du tunnel jusqu'à Valorcine que pour aller de Lille à ici. La rapidité et la sécurité ont un coût, 24 millions d'euros investis en grande partie par le département, et la toute nouvelle plateforme a une fonction précise de régulation. Avant, l'ancienne exploitation, on rentrait et on sortait du même côté sur Montroc. Maintenant, on rentre par cette voie dédiée et on sort de l'autre côté de la voie ferrée en faisant le tour de la gare. Pour en être très particulier, ce tunnel hybride train-voiture est cependant un maillon à part entière de Chamonix dans sa lutte pour le train. Nous aurons dans les années à venir à continuer l'investissement sur le bas de vallée, sur la liaison avec Saint-Gervais et puis je l'espère bien également sur la rénovation du réseau ferroviaire de la vallée de l'Arve qui le mérite bien également. L'hiver peut donc arriver à Valorcine. De l'autre côté de la vallée, on ne devrait plus rester totalement isolé. Laurent Wauquiez, décidément, sur tous les fronts, le nouveau président de la région Auvergne-Rhône-Alpes vient d'être nommé numéro 2 du parti Les Républicains, en remplacement de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a été remerciée. Toutes les explications sur notre site France 3 Alpes. Focus maintenant sur Yoga Journal. C'est un confrère de la presse écrite qui a vu le jour au printemps dernier à Savoie-Technolac. Valérie Chastelan et Nathalie Rapuc ont rencontré la rédaction de ce bimestriel qui s'adresse à tous ceux qui souhaitent retrouver la sérénité dans leur vie stressante. Faire un petit moment d'observation pour ressentir les effets de cette première posture. Pause déjeuner en centre-ville de Chambéry. Sur le parquet, de tous âges, de tous horizons, les élèves s'appliquent. Quand on sort d'un cours, on est vraiment relaxé, décontracté, c'est très intéressant comme ressenti. Beaucoup de gens disent que le yoga c'est quelque chose d'un peu spécial pour les gens, faut être un peu bobo ou des choses comme ça, que pas du tout en fait. C'est une ouverture d'esprit différente et moi je conseille le yoga, ça fait du bien pour plein de choses. Avec Jean-Pierre et Noélie, 2,5 millions de yoginis en France, 6 000 profs et 4 journaux spécialisés, parmi lesquels le bimestriel Yoga Journal, né au printemps dernier, dont le siège social est installé à Savoie-Technolac. Nous nous invitons à la conférence de rédaction pour le numéro 6, celui qui sortira en janvier. En ligne de Paris, Anaïs, rédactrice en chef, qui travaille sur le dossier du mois Le yoga à l'hôpital. Le yoga à l'hôpital, dis-nous où est-ce que tu en es de l'article. Donc ça consiste en 3 rencontres avec les patients. Donc c'est des patients qui sont atteints de problèmes de lombalgie sévères. Apparemment, c'est vraiment des gens qui ont des gros problèmes, même pour se déplacer, ils souffrent en permanence. Mais voilà, donc il ne reste plus que l'interview pour toi. Anne, naturopathe, nous fait voyager au pays des saveurs. Dans ce numéro, cap sur l'Italie. Je suis partie sur un minestrone aux légumes d'hiver, un risotto aux fenouil, une pizza de polenta aux légumes confits. Je garde toujours la partie rencontre, interview. Le journal est une franchise américaine, mais a voulu imprimer sa marque avec des rubriques comme « Vie ma vie de yogini débutante » ou « Les tribulations de Madame Tout-le-Monde sur les sentiers de l'équilibre ». Au fil des pages, tout est fait pour vous donner envie de vous lancer. Et évidemment, ici, tout le monde pratique, comme Séverine, qui est graphiste et qui travaille aussi sur la partie Internet. C'est très abordable aussi pour tout le monde, parce que ce que je reprochais souvent dans les magazines, notamment avec l'explication des postures, c'était qu'on prenait en compte juste la posture, mais si vous voulez pas les contre-postures ou pas les... Enfin, c'est très bien expliqué en fait, et c'est complet.
Et ça fonctionne. 15 000 exemplaires vendus en moyenne à chaque parution, 1700 abonnés, objectif passer la barre des 3000 et convaincre de plus en plus de monde à venir poser sur le tapis l'écume et le stress de nos quotidiens surchargés, car le yoga c'est bien plus qu'une mode. Il y a des professeurs qui sont partis de France il y a 10 ans et qui sont revenus, notamment Baptiste Marceau, que j'ai rencontré dernièrement, qui est le fils d'ailleurs du mime Marceau, et qui me disait, mais moi il y a 10 ans quand j'enseignais à Paris, j'avais personne dans mes cours. C'était très difficile d'avoir 10 personnes dans ces cours de yoga. Et aujourd'hui, vous voyez dans les salles et partout en France que le yoga se développe à une vitesse grand V parce qu'on s'aperçoit que les gens se soignent avec le yoga. En attendant janvier et l'éclosion du prochain numéro, tous au tapis, histoire de trouver ou retrouver le sens de l'équilibre. Le portrait d'une artiste qui marche à l'émotion. Elle s'appelle Greta Amat et vit à Chambéry, en Savoie, où elle sculpte la glaise depuis une dizaine d'années. Depuis quelques semaines, elle travaille sur une œuvre inspirée des attentats du 13 novembre dernier. C'était évident et nécessaire. Parce que quand il y a eu ces événements-là, moi je suis remontée dans mon atelier le lendemain. J'étais en train de travailler sur un autre projet, quelque chose de beaucoup plus sympa et tendre, les Fables de La Fontaine. Et j'ai pas pu travailler. J'ai pas pu, c'était un sujet beaucoup trop léger. Et j'étais touchée, mais vraiment très touchée par ce qui s'était passé. Toute petite, je me suis retrouvée au bord du Fier. Et la terre, c'était de la glaise. Et je me suis mis, moi, à jouer avec ça en étant gamine, quoi. Et j'ai trouvé ça fabuleux qu'on puisse donner des formes avec autre chose que du sable, parce que c'était de la glaise. Et j'ai commencé comme ça à être subjuguée par cette matière. Les choses ne sont pas simples. Ce qui donne, moi, ce qui fait qu'elles deviennent simples, c'est quand je travaille avec le cœur et l'émotion. Faire une commande pour une commande, par exemple, c'est très difficile pour moi. Il faut que je m'approprie. On m'a demandé un animal, il n'y a pas très longtemps. Tant que je ne connaissais pas l'animal, je n'arrivais pas à le faire. Un chien, le portrait d'un chien. J'ai fait ce chien, mais une fois que je le connaissais. Et là, j'ai passé l'émotion. Et donc, ça devient facile. Le message essentiel, c'est qu'on m'oublie, en fait. Quand on regarde une de mes sculptures, j'aimerais qu'on m'oublie et qu'on puisse, que le spectateur puisse intégrer ma sculpture, se l'approprier, être totalement dedans et ressentir l'émotion que j'ai pu y mettre. Si cette émotion, je peux la partager, que ce soit la sidération, que ce soit l'amour, que ce soit la passion des animaux, que ce soit une réflexion, je suis heureuse. Deuxième volet de notre série En attendant Noël, une fête religieuse qui draine aussi sa part de légende, de mystère et de rêve. Exemple avec cette tradition à Évian, au bord du lac Léman, où les flottins prennent possession des lieux chaque année à la même période. À Évian, une fois par an, il y a le feu au lac. C'est le signal. Ils arrivent. Ils sont là. Ce sont les flottins. Ces drôles de personnages traînant leurs sculptures en bois flotté. Venus de toutes les Alpes pour s'échouer sur la plage, ils sont de la famille des elfes, sirènes et autres lutins. Ils sont ce monde merveilleux qui engendre les rêves et ravive les souvenirs. Ah, les flottins, c'est la magie. C'est des lutins. Ah, c'est la féerie de Noël pour les enfants. Ouais. Ils font plein de formes et c'est trop joli après. Il y a bien longtemps, les hommes, aidés par les trolls, ont voulu faire disparaître les flottins. Mais c'était sans compter sur l'intelligence et les pouvoirs merveilleux de ces êtres exceptionnels. Chaque année, depuis 9 ans, ils reviennent à Évian pour raconter leur histoire aux enfants
Et pour parler d'amour au grand. Oh, mais non, on ne vient pas du Moyen-Âge. Ah non, c'est bien avant. Il y a très longtemps. On est les cousins des humains. Mais on a des pouvoirs que les humains n'ont pas. Alors, une démonstration. Ah, j'ai pas dit magie. J'ai dit des pouvoirs plus subtils. Chaque année, dans la foule se glisse un drôle de personnage. Il écoute, il observe tout. Il donne même des ordres. On dit de lui qu'il est l'esprit incarné des Flottins, celui qui a permis leur retour parmi les hommes. Et selon lui, leur premier contact s'est fait au bord de l'eau. Je m'assois au bord du lac, je dis il y a quoi ici dans cette ville? Et il y avait du bois flotté. Je me suis dit avec ça on va essayer de faire quelque chose et prouver qu'avec rien, au moment de Noël où tout est mercantile, qu'avec rien des bouts de bois, si tout le monde s'y met, on peut faire quelque chose. De deux choses l'une, l'autre, c'est le soleil. Ah, elle est bonne. On parle de plus en plus de vivre ensemble, d'humanité, etc. Nous, on dit toujours, chez nous ici, les Flottins, on n'a rien à vendre. Tout est à rêver et à imaginer. Que vous y croyez ou pas, le fabuleux village existe jusqu'au 3 janvier prochain. Autour du théâtre de la Toupine, il réunit chaque année de très nombreux acteurs de la ville d'Évian et des alentours pour faire de Noël une véritable parenthèse d'amour et de partage. À suivre, les prévisions météo, puis l'édition nationale. N'oubliez pas le Soir 3 Alpes autour de 23 h. Merci de votre attention et à demain.